Les yeux fermés. Eh bien, pour revenir sur la saga Nordvolt avec nous, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette. Bonjour, Madame Fréchette. Oui, bonjour, M. Dumont. On va commencer par la réaction spontanée des gens, là. Les gens ont l'impression qu'on a pris avec leur argent un risque démesuré, un risque hors proportion. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce matin? Écoutez, il y a une part des risques qui étaient quand même très limités par rapport à notre investissement dans le projet Nordvolt Amérique du Nord parce que on a le terrain qui est en garantie. En fait, le financement qu'on avait offert de 240 millions pour Nordvolt Amérique du Nord, c'était pour l'acquisition du terrain. Et donc, ce terrain-là, maintenant, est en garantie, en plus de ce qu'il y a dans le compte en banque de Nordvolt Amérique du Nord. On parle d'un compte en banque de près de 200 millions de dollars. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourra en récupérer sur le 270 millions qu'on a mis dans le capital action? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller rechercher dans le compte de banque de Nordvolt Amérique du Nord? Pas pour le montant qui avait été investi dans la maison mère. Mais pour ce qui est du montant qui a été investi dans le projet Amérique du Nord de Nordvolt, eh bien là, oui, effectivement, on peut à la fois être remboursé par l'argent qu'il y a dans le compte et par la valeur du terrain. Donc, dans quelle proportion l'un et l'autre vont servir au remboursement, ça, c'est le juge qui devra déterminer ça parce qu'on a entrepris hier des procédures en vertu de la loi là, sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pour récupérer notre somme. Dans le cas du terrain, oublions ce qu'il y a dans le compte de banque, dans le cas du terrain, dans votre esprit comme ministre, est-ce qu'il vaut encore le 240 millions qu'on a prêté à Nordvolt? Si on récupère le terrain, est-ce qu'on rentre dans notre argent? Est-ce qu'il vaut encore ça? On est en train de faire des analyses pour connaître la valeur du terrain, mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est que ce terrain-là a des caractéristiques uniques. Sa taille, d'une part, pour un terrain là, près de la métropole, près des grands centres, sa taille est inégalée. C'est un terrain aussi qui a fait l'objet de beaucoup d'investissements avec Nordvolt. Il a été nivelé, il a été pieuté, il a été décontaminé. Il faut voir aussi qu'il y a des infrastructures d'Hydro-Québec à proximité. Une on route. est près des chemins d'accès. Il y a une route qu'on est en train de construire pour éviter que les résidents subissent du camionnage en trop grande quantité. Donc, voilà, il y a plein de caractéristiques vraiment intéressantes. Puis nous, on va se poser la question à savoir, est-ce qu'on veut le garder, ce terrain-là? Ben c'est ça, j'allais vous poser la question. Est-ce que Luc Poirier qui dit, moi, je le rachèterais, avec les améliorations que vous venez de décrire, dis-moi, au même prix à 240 millions, je le rachète. Est-ce que le gouvernement du Québec serait vendeur dans un scénario où vous allez dire, non, on aime bien mieux garder ce beau terrain-là? On aura un jour, il y aura une autre entreprise qui voudra s'établir au Québec? Alors, c'est au juge, d'une part, de décider qu'est-ce qu'il adviendra du terrain. Mais nous, c'est sûr qu'on va faire une analyse pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce terrain-là, advenant qu'on l'acquiert. Donc, ça, c'est une des options qui s'offre à nous. Le terrain pourrait être remis au marché privé tout simplement, puis nous, on pourrait décider de ne pas essayer de l'acquérir. Mais il va falloir qu'on se pose la question, quels sont le ou les projets économiques qu'on aimerait voir se développer sur ce terrain-là. Et puis, si on a quelque chose qui tient la route, qui est intéressant, qui est constructif pour le Québec, qui rapporte des bons emplois, eh bien, on pourrait avoir un intérêt pour l'acquérir. C'est sûr que c'est un terrain qui se démarque. Ça, c'est important de souligner. Bon. Plus largement, la filière batterie, parce que pour plusieurs personnes, mettons, il y a trois versions. Il y en a qui disent, ben avec Nordvolt qui marche pas, la filière batterie, c'est mort. Il y en a qui disent, la filière batterie, c'est une petite affaire, mais ça va rester petit parce que ça a perdu son navire amiral. Et bon, vous, je vous entends dire, faut rester optimiste sur notre filière batterie malgré l'échec de Nordvolt. Expliquez-nous, c'est quoi la filière batterie au Québec sans Nordvolt? Mais oui. Ben alors, d'une part, c'est important de rappeler que la filière batterie, là, quand on l'a conçue au départ là, au gouvernement, elle n'incluait pas un cellulier. Un cellulier, c'est Nordvolt. Elle n'incluait pas ça. On ne pensait pas avoir un acteur pour la production de cellules. Donc, la filière batterie, elle existe très bien sans même qu'il y ait un cellulier. Il y a en fait une volonté, puis c'est ça à quoi on travaille, d'avoir des entreprises sur l'ensemble du chaînon, de la chaîne qui nous permet d'aller de l'extraction de minéraux critiques et stratégiques jusqu'au recyclage de ces minéraux-là, en passant par l'intégration de ces minéraux critiques et stratégiques dans des véhicules pour l'électrification des transports. Donc, on a plusieurs entreprises là, qui vont de l'avant. Là. On en parle moins dans les médias que Nordvolt, c'est clair, mais prenez juste Bécancour.
On a énormément d'entreprises qui sont en train de lever de terre. Ultium Cam, on a Mirae, Vallée, Air Liquide, Nouveau Monde Graphite. Plus récemment, en dehors de Bécancour, on a parlé de H55 qui fait dans l'électrification des aéronefs. Donc tout ça, c'est des projets qui émanent de la filière batterie. Et à Bécancour seulement, là, vous avez près de 3000 travailleurs qui tous les jours vont aller travailler pour construire ces usines-là, dont certaines vont démarrer dès 2026. Donc, c'est important aussi de souligner que ces projets-là d'usines ont généré pour Bécancour seulement jusqu'à maintenant là, 2,5 milliards de contrats à des entreprises québécoises. Donc, plein de PME sont en train de s'intégrer dans la filière batterie pour en devenir un fournisseur. Et ça renouvelle des carnets de commandes pour des PME comme plusieurs n'ont jamais vu. Là. C'est pour des années et des années à venir qu'elles vont pouvoir recevoir des contrats en lien avec certaines des usines que je vous ai mentionnées. Donc, on continue à s'engager dans la filière batterie parce que c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur qui nous permet de nous positionner à l'échelle internationale. Et la transition énergétique, elle est là pour rester. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut tendre vers l'électrification des transports. C'est un phénomène qui se déroule à l'échelle de la planète et nous, on est très bien positionnés, en plus avec notre énergie verte, pour répondre aux besoins de cette transition énergétique. On a l'expertise qu'il faut et les minerais critiques et stratégiques, l'énergie verte, c'est un trio gagnant. Donc, vous dites la filière batterie sans un cellulier, qui sont les usines géantes, sauf qu'au Canada, si on se reporte il y a 2 ans, on voyait ça s'établir, Volkswagen en Ontario, Stellantis en Ontario, puis votre prédécesseur, Pierre Fitzgibbon, avec son collègue fédéral, François-Philippe Champagne, se sont dit, ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas tout aller en Ontario, ça nous en prend un au Québec. Et c'est là que l'idée est venue. Là, on a entendu parler de Nordvolt qui allait s'établir aux États-Unis. On a fait des pieds et des mains pour les attirer au Québec. Là, avec la mort du projet Nordvolt, ça veut dire qu'on revient dans le vieux modèle qu'on a connu là, des années 50, 60 jusqu'à hier. C'est-à-dire que l'industrie automobile au Canada, la grosse, la lourde, est en Ontario. Les milliers d'emplois payants sont en Ontario. Nous, on va acheter des autos. Les autos électriques, on va en acheter avec des batteries fabriquées en Ontario. Et au Québec, on n'aura encore rien. Je sais que le public ne voit pas ça. Le public chiale, on perd Nordvolt. Mais le public ne semble pas voir que c'est peut-être les 30, 40, 50 prochaines années où le Québec est encore exclu de l'industrie automobile, que c'est l'Ontario qui a tout, là. Ben, dans le domaine des véhicules électriques, on est incontournable là, dorénavant. Là. Et une des choses qui nous distingue passablement des années 50, c'est que non seulement on est dans l'extraction des minerais critiques et stratégiques, mais on est surtout dans la transformation de ces minerais-là et dans la réintégration, dans le recyclage de ces minerais aussi. Ça, c'est de l'économie circulaire. Alors, on est loin des années 50, là, parce que si on était encore là, on ne ferait que de l'extraction, puis on exporterait ensuite nos minerais à qui veut bien les acheter. Là, on n'est plus là. On est dans la transformation de ces minéraux-là. Il y a plusieurs entreprises qui sont établies à Bécancour qui sont dans ce segment. Mais qui sont pas. Je nie pas ça, là, vous l'avez bien décrit tantôt. Mais on n'est pas dans la même grosseur que Stellantis en Ontario, pas encore moins que Volkswagen, une usine de 9 milliards en Ontario, une usine géante. L'Ontario a tout ramassé encore une fois. C'est le sentiment qu'on a. Ils paient cher aussi en ce moment, là, du fait qu'ils sont quand même très engagés dans C'est vrai qu'ils paient cher. Ça, c'est vrai, mais le fédéral va leur donner tout l'argent encore, parce que là, le fédéral va donner sa part après, avec le fédéral va leur donner des milliards là, qu'on ne touchera pas au Québec, qu'il aurait donné à Nordvolt, mais là, qui ne seront jamais versés chez nous. Ben, on travaille avec le fédéral pour faire en sorte que nos projets d'extraction et de transformation des minerais soient aussi supportés par le fédéral. Ça, c'est des projets qui peuvent être associés notamment au secteur de la défense. On sait à quel point le fédéral veut s'investir dans le domaine de la défense et ça, c'est au Québec que ça se passe là, dans le cadre du Canada quand il s'agit de l'aérospatial, l'aéronautique, le maritime en bonne partie aussi. C'est beaucoup le Québec. Donc, on travaille sur ce segment-là pour faire en sorte de positionner le Québec puis d'avoir le fédéral qui nous soutient avec ses finances. Donc, ça, c'est le segment que nous, on a ciblé. Ouais. Le secteur des voitures est plus historiquement positionné en Ontario. Maintenant, au niveau des véhicules électriques, comme je vous disais, on est quand même très engagé du fait de notre présence pour l'extraction puis la transformation des minéraux critiques et stratégiques puis leur intégration aussi dans des composantes de véhicules électriques et des batteries également. Jusqu'au recyclage. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier le secteur de la défense. Ça, le fédéral, ils vont être au rendez-vous. Là.
parce que ça nous prend des infrastructures additionnelles, que ce soit portuaires ou aéronautiques, maritimes. Et également, on a l'expertise en matière aérospatiale avec notre GRAP. 42 000 personnes dans le Grand Montréal travaillent en aéronautique, aérospatiale. Et puis, par ailleurs, sur le côté maritime, on a la Davy qui est allée ramasser des contrats majeurs et à partir desquels on va pouvoir développer une stratégie de développement maritime et naval qui va nous servir dans le cadre du positionnement du Canada pour la défense. Madame la ministre Christine Fréchette, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Ça me fait plaisir, la ministre merci. de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.